Allez, bonjour à tous. Et on est ici à Jeumont et oui, on voyage dans le Val-de-Sang et on va découvrir désormais les candidats à Jeumont. Et le premier d'entre eux, c'est Philippe Bier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nouveau candidat pour ces élections municipales à Jeumont. Philippe Bier, vous avez 70 ans. Vous êtes candidat pour la troisième fois. Dans l'opposition, troisième fois. Mais j'ai déjà fait 5 mandats. Oui, c'est vrai que vous étiez conseiller, vous étiez même le premier adjoint de l'ancienne mairesse de Jeumont, Christine Marin, qui C'est était maire exact. de Jeumont de 1995 à 2008. Vous étiez notamment en charge de la culture. On va beaucoup en parler notamment dans cette émission avec vous, Philippe Bier. Vous avez été longtemps infirmier à domicile Tout ici à sur fait. Jeumont, donc vous connaissez vraiment les Jeumontois, vous les rencontrez. Votre liste, hein, c'est ici, c'est Jeumont. Tout à fait. Ça a une connotation un peu footballistique d'ailleurs. C'est comme ici c'est Paris, ici c'est Le Mans. C'est une connotation de supporter, parce qu'on est supporter de notre ville. Et puis ensuite, ça a quand même une connotation en lien d'ailleurs avec ce qui est défendu de plus en plus par l'Association des maires de France, c'est-à-dire de faire en sorte que les communes retrouvent quand même du pouvoir de décision. Donc on va en parler dans quelques instants. Philippe Biet, je disais, vous connaissez un petit peu l'action municipale, vous êtes un élu d'opposition depuis 12 ans maintenant. Donc vous avez connu Benjamin Sainte-Huile, vous avez connu là récemment Pascal Horry qui a pris la Tout à suite fait. de Benjamin Sainte-Huile alors qu'il a été élu député de la 3e circonscription du Nord. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'être de nouveau candidat cette fois-ci? Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne fais pas, dans la mesure où je ne fais pas un casus belli d'être tête de liste. D'ailleurs, il y a eu une opportunité qui a été étudiée où je n'étais pas tête de liste, mais finalement, comme j'étais complètement évincé de la liste, nous sommes repartis de notre côté. Vous voulez dire qu'il y a une troisième liste et vous auriez pu faire partie de cette liste-là, c'est ça? Disons que pour être tout à fait franc, il y a eu des discussions avec un des candidats aujourd'hui aux élections municipales. Il y a eu effectivement des Rapproché. discussions, puisque c'est une personne qui a été sur ma liste, qui manifestait l'envie d'être tête de liste, ce qui est tout à fait envisageable. Mais dans la constitution de la liste, voilà, ça n'a pas été possible. J'étais éjecté de la liste et puis la liste prenait une tournure qui nous laissait une place à la co-construction qui n'était pas suffisante. Donc on a décidé de partir chacun de notre côté. Il faut avoir les nerfs solides, il faut être prêt aussi. Alors tout à fait. La différence, c'est que j'ai mené des campagnes en travaillant et j'ai toujours fait passer mon travail, mes patients en premier. Ce qui a dû se voir lors des campagnes. Aujourd'hui, je suis à la retraite, donc la priorité, ce ne seront plus mes patients, c'est l'ensemble des Jeumontois et là, je suis beaucoup plus près et beaucoup plus présent. Donc là, vous aussi, donc ça veut dire que si vous êtes élu maire, vous serez à 100% maire de Jeumont. Ah oui, tout à fait. On se posera effectivement le problème de l'agglomération, où il y a beaucoup de travail à l'agglomération. Il y aura aussi donc énormément de travail à la ville, donc il va y avoir une répartition des tâches à faire, mais la priorité, c'est effectivement la commune. C'est ici, c'est Jeumont. Si je dis que ici, c'est Jeumont et Jeumont est prioritaire, c'est pas pour partir ailleurs. Comment vous percevez, je pose la question un peu à tous les candidats là, dans le Val-de-Sang, c'est un rôle très particulier, rôle de maire aujourd'hui. Les gens s'identifient beaucoup au maire. D'ailleurs, les gens pensent élire un maire. Ils n'élisent pas un maire, ils élisent un conseil municipal, ce qui est totalement différent. Une Et équipe, hein, ouais, c'est ça. une équipe, tout à fait. Et là, moi, je suis très ferme sur cette équipe, dans la mesure où c'est très bien le maire est le porte-drapeau de l'équipe municipale. C'est lui qui représente l'équipe municipale. C'est l'interlocuteur privilégié des citoyennes et des citoyens, mais c'est l'équipe, c'est l'ensemble du conseil municipal qui prend les décisions. Ce n'est pas le maire qui prend des décisions et le conseil municipal qui exécute, c'est le conseil municipal qui réfléchit ensemble aux meilleures décisions à prendre et le maire les applique, les représente.
Justement, quel regard vous portez sur votre expérience, au sein de l'exécutif avec, Christine Marin qui a quand même, qui est restée 13 ans à Jeumont, c'était quand même une figure emblématique, hein, de Jeumont, on peut le dire. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là? Je rappelle, j'ai été aussi adjoint, premier adjoint à la politique de la ville. Ce que j'en retiens à titre personnel, c'est qu'effectivement, il est très difficile, quand on a un métier aussi prenant que celui d'être infirmier libéral, il est très difficile de pouvoir être tout le temps présent. Christine Marin était un maire avec lequel on pouvait avoir des affrontements sincères sur des dossiers. Et on savait qu'à la fin, elle regardait le dossier et elle prenait sa décision en fonction des résultats attendus. Et ça, c'était très important. C'est comme ça qu'on a progressé. Finalement, on a progressé par des discussions, des affrontements, et puis des mises en commun. Je ne vais pas dire qu'on faisait des compromissions, pas des compromissions, mais vraiment on regardait ensemble le pour, le contre, et on prenait des décisions. Et c'est comme ça que cela fonctionnait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Vous parliez de Christine Marin, bien sûr, je vais évoquer, Benjamin Saint-Huit qui a succédé à Christine Marin. Benjamin Saint-Huit, quand il a été élu maire en 2008, ça a été voilà, c'était quand même quelqu'un qui est arrivé très très jeune. Ça a été même, il était même élu à ce moment-là l'un des plus jeunes maires de France d'ailleurs. Quel regard vous portez finalement sur son action depuis? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, que les choses soient claires. Lorsque nous avons été battus en 2008, quand vous avez l'impression de bien faire votre travail, vous prenez un véritable coup de massue. D'accord ? 3 jours après, j'ai senti comme un énorme poids qui s'enlevait. Donc, je suis arrivé au conseil municipal, pas du tout en situation conflictuelle. Je me disais, bon, c'est la loi de la politique, c'est un jeune, on va voir ce qui va se passer. Et très vite, j'ai compris que ça allait mal se passer. Déjà, d'être accusé d'avoir mis la ville en faillite, je me souviens, FR3 qui descend, là, il n'était jamais descendu à Jeumont, là, il descend à Jeumont parce que M. Saint-Huil fait le procès public de Mme Marin, alors que c'était un procès qui ne reposait sur absolument rien. Là, j'ai commencé à comprendre que ça n'allait pas bien se passer. Et puis, j'ai fait des propositions, j'avais des arguments, mais par contre, stratégie de communication, quand vous n'avez pas de contre-argument, vous salissez l'adversaire. J'ai été plus souvent sali que cela devait être dans un vrai débat démocratique. Donc, en un mot commençant, les relations avec Benjamin Saint-Huil ont été très mauvaises, et elles sont toujours très mauvaises d'ailleurs. Vous aviez d'ailleurs de nouveau affronté, vous l'avez affronté, Benjamin Saint-Huil, donc en 2014, hein, c'est ça, lors des élections. Benjamin Saint-Huil a réussi de nouveau ses élections. Comment ça s'était passé cette campagne et qu'est-ce que vous avez appris finalement de toutes ces périodes-là pour construire finalement votre projet pour ces élections 2026? Ce que j'ai appris je dirais en stratégie électorale, c'est que une équipe qui ne fait pas d'erreur a peu de chances d'être battue. Des élections municipales, ça se perd plus que ça se gagne. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le départ de Benjamin Saint-Huil, son attitude, ses résultats font qu'il a commis des erreurs et que cette fois-ci, il peut perdre. Et il doit perdre, il va perdre. Vous êtes déterminé, j'ai l'impression. Le conseil municipal sortant a un mauvais bilan. Donc, il est temps de changer. En plus, les circonstances nationales et locales ont besoin de ce changement. Donc, on est là pour ce changement. Comment vous avez construit votre liste? Elle est diverse, il y a des accords avec... Est-ce que concrètement il y a eu des accords avec des partis, ou clairement vous avez construit votre liste de manière complètement indépendante, sans étiquette? C'est une liste citoyenne. On dit sans étiquette. Moi, je dirais multi-étiquette.
Parce que dans multi-étiquettes, il y a des gens qui ont des engagements politiques ou qui n'en ont pas, mais qui ont tous des opinions, une volonté forte. C'est pour ça que le terme de multi-étiquette me convient mieux que sans étiquette. Très bien. Vous avez plutôt une sensibilité de droite ou pas, pour vous situer un peu par rapport à vous? Je crois que si on fait une étude de la sensibilité française générale, la population française aujourd'hui penche en majorité à droite. Et notre liste étant une représentation de la population dans son ensemble, elle n'est que le reflet de la population, c'est-à-dire qu'elle, dans ce que je ressens de ce que me disent les colistiers, ils penchent plutôt à droite, mais bien entendu, il y a aussi des gens qui ont une sensibilité de gauche. Et les sensibilités, ça se respecte. Alors je précise que bien sûr on va évoquer vos projets, mais c'est important de situer un peu qui vous êtes aussi, Philippe Biet, parce que bon, c'est vrai que vous êtes là depuis très longtemps maintenant. Peut-être que les gens ne vous connaissent pas forcément bien sur Je Mens, mais je pense que c'est le contraire, bien évidemment. Tout à fait, mais aussi, il faut savoir quand même que dans les communes, surtout avec l'importance des bailleurs sociaux, c'est-à-dire du parc locatif, il y a quand même un turnover important dans les communes. On parlait des relations avec Benjamin Sainte-Huile. Là, c'est vrai que pendant 3 ans, Pascal Horry était à la tête de la commune. J'ai senti, pour être allé à plusieurs conseils municipaux, j'ai senti un peu plus d'apaisement. Ah ben, c'est évident, c'est évident. Benjamin Sainte-Huile s'intéresse à sa personne, Pascal Horry s'intéresse à la ville. Moi, je m'intéresse à la ville. Donc forcément, on a plus de sujets de conversation communs. J'ai dit ça parce que vous l'avez dit clairement, même dans des articles de presse, etc. Vous disiez que clairement, le climat était un peu plus apaisé, quoi. Surtout en plus que Je Mens a vécu des drames quand même, entre l'incendie du centre culturel lors des émeutes urbaines. Il y a eu pas mal de faits divers aussi, malheureusement. Il y a aussi l'attaque du Lidl également qui a beaucoup marqué les esprits. Donc voilà, ça n'a pas été facile non plus, ces 3 ans. Non, non, tout à fait, tout à fait. Et là, on a eu des relations apaisées, je dirais, constructives. Je l'ai vu encore lors d'une dernière commission d'appel d'offres, où là, quand même, quand on dit quelque chose, on sent qu'on a l'écoute du maire. Qui pour l'instant, et d'ailleurs, je dirais même que ça a influé sur le conseil municipal. Le conseil municipal du temps de M. Sainte-Huile nous était très hostile, l'ensemble des conseillers municipaux. Le fait d'avoir changé de maire, on a des relations aussi plus apaisées avec les conseillers municipaux. On a souvent évoqué ensemble un sujet qui vous vouliez toujours l'aborder d'ailleurs en conseil municipal, c'était notamment la gestion de certains dossiers, de certains équipements culturels, notamment, évidemment, vous voyez venir, la gare numérique de Le Mans. Mais je rigole parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on échangeait, vous disiez il faut en parler, il faut toujours, il faut que les gens sachent le dossier, pourquoi je veux interroger les gens là-dessus. Ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que lorsque l'agglomération prend une compétence, par exemple si elle prend la compétence des piscines, elle va nous retirer de l'argent parce qu'elle va faire des dépenses à notre place. En fait, les communautés d'agglomération touchent de l'argent à la place des communes. C'est comme ça qu'elles ont été créées. Et elles reversent une partie de cet argent qu'elles touchent à leur place aux communes. Mais elle retient les charges qu'elle effectue pour les communes. Il a été considéré en 2013, à la fin du premier mandat de M. Sainte-Huile, que le transfert de la gare impliquait justement ce transfert de charges parce que la commune faisait des économies. Le seul problème, c'est que si cela est acceptable pour une piscine, ce n'est pas qu'on a fait pour nous et qu'on cède à la gare, à l'agglomération, pardon, ce n'est pas acceptable pour la gare numérique puisqu'elle a été faite pour l'agglomération. Jamais, au grand jamais, nous n'avons fait cet équipement pour Je Mens. Jamais. Dès le début, avec l'ancien maire de Maubeuge, Jean-Claude Decagny, et avec
le maire d'Aulnoy de l'époque, ça avait été bien conclu comme ça, on le fait, ok, vous nous demandez de le faire parce qu'il faut un lieu pour développer les nouvelles technologies, on a de la place à la gare, on va le faire, mais Christine Marin avait bien dit, moi je n'ai pas d'argent à mettre dans le fonctionnement. Et à l'époque, c'était ok, d'accord, c'est pour l'agglo, c'est le manège, le Crave, Arzoy, etc., qui vont venir, pas de problème, vous n'aurez pas de frais de fonctionnement à dépenser. Et aujourd'hui, on nous retire 95 000 euros parce qu'on nous dit qu'on fait des économies de fonctionnement sur la gare. On ne fait pas d'économies de fonctionnement sur la gare. Alors par contre, un imbroglio qu'il y a eu avec un ancien maire de Maubeuge fait que aujourd'hui, nous avons été obligés de mettre la danse, la musique, des arts plastiques à la gare. Tant qu'on occupe ce lieu, qu'on paye un loyer, d'accord. Ça, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec le président de l'agglo. On paye un loyer, la différence que nos auditeurs doivent comprendre, la différence entre une indemnité de transfert de charge et un loyer, c'est que le loyer, vous partez, vous payez plus. L'indemnité de transfert de charge, l'agglo peut nous mettre dehors, elle a le droit. Elle peut nous mettre dehors, on continuera à payer 95 000 euros par an. Donc, ce sujet est extrêmement important. Il a été abordé avec le président de l'agglo. Ce sont des négociations qui sont tout à fait possibles, qui sont tout à fait envisageables, et c'est ce que nous mettrons en place, d'autant plus que, comme on dit, on ne met pas deux curés dans un même presbytère. Et donc, avoir l'agglo d'un côté et la commune dans le bâtiment, ça empêche le bâtiment de se développer comme il devrait l'être. Un autre imbroglio qui fait la jonction entre Jeumont et l'agglomération, c'est le dossier de la piscine de Jeumont, évidemment, qui n'existe plus, ça y est, Coubertin a été démoli. Ça a été une décision un peu lourde de conséquences pour les associations par ici. Ça rentrait dans un projet beaucoup plus global de l'agglomération de cet îlot qui devait être complètement transformé avec des habitations qui devaient se construire. Dans un premier temps, il y avait un projet de patinoire qui pouvait faire office un petit peu de centre de chaleur pour les constructions d'immeubles qui auraient pu être prévues. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le projet qui a été présenté récemment, c'est plutôt une piscine intercommunale, un peu dans le même style que l'Eguad à Aulnoy-Aymeries. Donc c'est un projet évalué entre 15 et 20 millions d'euros, donc c'est un sacré budget quand même. Et vous avez regretté justement que l'on ait procédé à la démolition de la piscine. Et puis c'est vrai que même le maire, Pascal Horry, était surpris de voir cette délibération voir le jour fin décembre en 2025. Comment vous avez perçu ce dossier-là de la piscine? Est-ce que c'est encore une fois, Jeumont s'est retrouvé un petit peu déstabilisé? Comment vous... Oui, mais on paye aujourd'hui les conséquences d'un dossier qui est très mal traité depuis plusieurs années. On avait un maire de Jeumont qui était président de l'agglo et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est très défavorable à la ville. D'abord, on n'a plus de piscine. D'accord ? Pour combien de temps ? Ça, on pouvait l'éviter si on avait fait un meilleur planning sur le projet. On aurait mis en place tous les éléments et on aurait pu fermer la piscine une fois que l'autre était construite. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on part sur une patinoire, après on part sur un centre aquatique. La délibération de l'agglomération, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que la délibération de l'agglomération a donné la possibilité de continuer à travailler le projet. Mais, le président l'a bien dit, elle n'est pas définitive. Puisqu'on attend aujourd'hui d'avoir les subventions pour donner les ordres de service. Donc, si j'entends bien ce qui a été dit au Conseil d'agglo, les ordres de service, pour l'instant, ne sont pas lancés. Donc, on va perdre du temps. Premier point où on va perdre du temps.
Deuxième point où on risque de perdre du temps, c'est qu'on a une levée de bouclier de la part de certains élus, et je rappelle quand même que, si ma mémoire est bonne, on est à 39 voix pour sur 82, donc la délibération était minoritaire. Donc on a une levée de bouclier des élus, de certains élus qui disent « écoutez, c'est trop cher ». Si je traduis bien ce qu'ils disent, ils disent « c'est trop cher, on va faire une simple piscine ». Sauf que, si on refait une simple piscine, ça veut dire qu'on refait le dossier. C'est encore du temps de perdu. C'est encore du temps supplémentaire où la commune va être sans piscine. Voilà. Donc, voilà la situation aujourd'hui dans laquelle on est. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas su anticiper, on n'a pas su prévoir. On fait une gestion au jour le jour. Avec, encore une fois, à l'époque, un président d'agglo, maire de Gemont, qui était plus soucieux de faire plaisir à tout le monde que de vraiment diriger les affaires comme elles devaient être. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, les Gemontois, le temps de ce dossier, ils pourront aller sur d'autres piscines. C'est vrai que le dossier de la piscine, récemment, mes confrères de la Voix du Nord en ont fait un dossier. C'est vrai que ça fait beaucoup de vagues, c'est le cas de le dire. Je mettrai le lien de l'article d'ailleurs. C'est vrai que c'est vraiment un dossier très important, et surtout, bon, c'est vrai qu'il y a la piscine de Réquigny qui est pas très loin, Boussois-Réquigny. Donc c'est vrai que les élèves, ils peuvent aller dans cette piscine, mais on ne parle pas d'une piscine intercommunale. Là, on parle vraiment d'une piscine vraiment d'une petite commune. Alors, moi, les retours que j'ai, c'est qu'il y a quand même des problèmes de vestiaires, où les vestiaires sont quand même moins, comment on dit, respectent moins la vie privée, je dirais, que les vestiaires de Gemont. Enfin, moi, c'est le retour que j'en ai. Ensuite, il y a quand même un problème de transport. Donc, il y a du temps de transport. Donc, pour les écoles, c'est du temps dans la piscine en moins, et il y a un coût. Une piscine près de chez soi, une piscine à quelques kilomètres, c'est pas du tout la même chose. Bon, on va faire une petite pause ensemble, Monsieur Bier, après avoir évoqué tous ces sujets intercommunaux et puis de polémiques. On va revenir dans quelques instants, puis on va présenter votre projet pour Gemont et on va longuement en parler. Et on est de retour avec Philippe Bier ici à Gemont, candidat avec votre liste ici, c'est Gemont. Vous avez beaucoup échangé, évoqué la transformation de la commune de Gemont, et je me souviens que sur votre blog, vous disiez que vous êtes voilà, avec le temps, vous donneriez votre avis si les choix étaient les bons pour la ville de Gemont. Alors, est-ce que les choix ont été les bons pour la ville de Gemont? Il y a eu pas mal d'aménagements en centre-ville, changement de sens de circulation, voilà, il y a eu beaucoup de construction d'immeubles, il y a eu aussi une rue qui a été complètement refaite, la rue des Commerçants complètement refaite, l'arrivée d'une maison de santé pluridisciplinaire aussi. Voilà, il y a eu pas mal de nouveautés. Est-ce que c'était dans le bon sens pour vous? Et qu'est-ce que vous vouliez changer, vous? Vous me posez une question extrêmement difficile. C'est une question très difficile. Pourquoi? À Maubeuge, il y a un plan. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a un plan. À Aulnois, on voit bien, il y a un plan. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a un plan. À Gemont, il est où le plan? Il y a quel plan? Il n'y a pas de plan. Il y a une succession d'aménagements qui sont faits, on ne sait pas d'ailleurs trop pourquoi, mais un plan, il n'y en a pas. Donc, bon, je vais prendre un exemple très simple. On a fait une deuxième maison de santé en centre-ville, qui a été difficile à mettre en place dans un endroit très compliqué, etc., etc. Moi, j'ai fait la proposition que cette deuxième maison de santé soit faite à côté de la première maison de santé, pour faire vraiment un gros pôle santé. Donc, avec un système qui s'appelle de boîte dans la boîte, hein, qui pouvait se faire à la place des anciens établissements du Fossé, du magasin du Fossé, avec une liberté pour les professionnels de santé, soit de faire eux-mêmes leurs locaux ou de passer par un intermédiaire, d'être propriétaire, locataire, vraiment une grande liberté. La réponse qui m'a été faite un jour en croisant M. Saint-Huil, c'est « moi j'aime pas les boîtes dans la boîte ». Terminé, fin du débat, plus rien. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle a été faite là, alors qu'il a fallu agrandir un bâtiment,
que la construction aujourd'hui pose quand même quelques problèmes de finition. On ne sait pas. Il n'y a pas de plan. Ce sont des décisions spontanées qui sont prises quelquefois. Un jour, dans une réunion, on m'a dit j'ai pris la décision cette nuit. Voilà. Mais il n'y a pas de plan. Donc, mais impossible de donner un avis sur le plan de Gemont. Il n'y en a pas. Et quel est votre plan, vous, pour le Gemont, du coup? Ah, ça, c'est une très bonne question, ça. Le plan pour Gemont, alors, en fait, je voudrais d'abord revenir, avant de parler des projets, de parler de la méthode. Parce que, pour moi, c'est un changement de méthode qu'il faut. Notre fonctionnement va être basé sur une feuille de route qui sera faite pour 6 ans, et un conseil municipal qui sera resserré. Alors, comment ça va se passer? Après les élections, nous envisageons de mettre en place ce qu'on appelle une municipalité, c'est-à-dire un conseil d'adjoints provisoire, pour assurer la transition et ne pas perdre de temps. Pendant ce temps-là, nous allons prendre le programme que nous proposons à la population et faire le tour des associations, du personnel, de la population, les partenaires, c'est-à-dire faire l'état des lieux et mettre ensemble notre programme, l'état des lieux, et faire une feuille de route pour 6 ans qui sera présentée à la population et que la population pourra suivre tout au long des 6 ans. Voilà comment nous allons faire. Et quand cette feuille de route sera faite, à ce moment-là, nous allons redéfinir un conseil d'adjoints, de conseillers délégués et conseillers municipaux qui sera en cohérence avec cette feuille de route et qui sera chargé de mettre en place cette feuille de route. Voilà. Ça, c'est une méthode qui est tout à fait différente, qui nous paraît beaucoup plus moderne, beaucoup plus adaptée à la situation actuelle. Nombre d'adjoints restreint, structure pyramidale pour qu'il y ait plus de cohérence. Aujourd'hui, moi qui étais adjoint à la politique de la ville, aujourd'hui, il y a plusieurs adjoints qui gèrent des éléments de politique de la ville, ce qui est source de conflits. Il y a des conflits dans le personnel. Moi, avec tout ce que je vois sur la ville, le terme qui me paraît évident, c'est désunion. Il y a une désunion, il y a des fractures dans la population, il y a des fractures entre les associations, il y a des fractures dans le personnel, il y a des fractures, et tout ça, ça vient qu'il y a des fractures dans le conseil municipal. Il y a trop d'adjoints, il faut moins d'adjoints, une structure pyramidale, et rendre aux conseillers municipaux leur principal rôle. Les conseillers municipaux ne sont pas là pour enregistrer ce que disent le maire et les adjoints. Les conseillers municipaux sont là pour relayer la population, participer aux décisions et faire en sorte que le maire et les adjoints exécutent les décisions qui ont été prises par le conseil municipal. Quel est le projet symbolique pour vous? Est-ce que voilà, par exemple, le centre culturel, parce que vous étiez un adjoint à la culture, qu'est-ce que vous voulez mettre sur la table? Est-ce qu'il faut vraiment que la priorité, ça soit la reconstruction complète de ce centre culturel, après, bien sûr, cet incendie criminel, hein, on peut le dire, ou alors envisager autre chose à ce moment-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le centre culturel, il y a une contrainte de temps. Et Pascal Horry a très bien travaillé pour qu'on ne perde pas de temps. Donc aujourd'hui, il y a une équipe d'architectes qui a été mandatée pour la reconstruction du centre culturel. Donc on ne changera pas ce qui est en route parce qu'on a des contraintes de temps et qu'on doit respecter le temps. Par contre, là où justement on a eu une discussion avec Pascal Horry, c'est sur l'option qu'ils ont mis de supprimer le balcon, où là on est tout à fait contre. Il faut qu'on garde le balcon, il faut qu'on garde la jauge importante qu'il y avait dans la salle de spectacle, parce que si on enlève le balcon, on perd, je crois, à peu près 30% de la jauge, et ça serait pas une bonne chose. Mais donc, sinon, pour le centre culturel, j'aurais aimé que l'on puisse, et j'en avais parlé, que l'on puisse profiter justement
de ce malheur, le retourner à notre bénéfice en profitant pour redistribuer, on a parlé de la guerre tout à l'heure, pour redistribuer les équipements culturels, mais là, la contrainte de temps fait qu'on va devoir faire ce qui est en route. Une autre priorité, est-ce que voilà, il y a un projet que vous n'avez pas encore peut-être évoqué avec avec vos sympathisants que vous voulez aborder aujourd'hui, quelque chose qui voilà, qui vous caractérise et que vous aimeriez le partager au plus grand nombre? Je vais parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, c'est la circulation, le stationnement, qui est vraiment quelque chose qui vient après la sécurité. On pourra parler de la sécurité Oui, aussi. Mais, et là, notre opinion, c'est que les problèmes de stationnement et de circulation ne peuvent pas se régler isolément. J'ai parlé tout à l'heure d'une absence de plan. Eh bien là, justement, il faut vraiment un plan. Il faut un plan de circulation, ce qui s'appelait un PDU, plan de déplacement urbain, à l'échelle de la commune. On publiera d'ailleurs des vidéos de drones qui l'expliquent. On peut avoir dans un secteur un immeuble, une école, une salle de sport. On ne va pas traiter le stationnement de la salle de sport, le stationnement de l'immeuble et le stationnement de l'école indépendamment, lorsqu'ils sont situés à proximité les uns des autres. Sur les contraintes aussi de stationnement, c'est pas les mêmes contraintes de stationnement dans la rue Hector-Desprez, la rue Léon Blum, qui sont des rues de grand passage, avec une impasse, où là, il y a juste quelques voitures et simplement les habitants de la maison qui fréquentent cette rue. C'est pas du tout le même problème. Donc, on a des problèmes particuliers, mais qui doivent être traités globalement. Donc, une des premières choses que l'on fera, c'est demander, parce qu'elle en a la compétence, à l'agglomération, qui a la compétence mobilité, de commanditer une étude par des cabinets spécialisés sur la mobilité pour mettre en place un plan de déplacement sur la commune. Alors, on parle beaucoup de pouvoir d'achat pour les habitants d'une commune, enfin en tout cas pour l'agglomération. Je mens à une caractéristique, c'est que c'est l'une des communes les plus taxées de l'agglomération en termes comment dire, de taxes foncières, fonciers, tout ça. Et comment rendre du pouvoir d'achat aux habitants? Est-ce que vous avez une initiative que vous voulez lancer pour eux, pourquoi pas consommer local, pour rendre aussi du pouvoir d'achat? Est-ce que, notamment sur la fiscalité, est-ce que vous allez faire un geste ou pas? Alors, la consommation locale, c'est quelque chose qui doit être regardé en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de sécurité alimentaire. Il faut savoir que les villes sont de plus en plus dépendantes des transports et même maintenant d'autres pays pour leur nourriture, et que en cas de gros problèmes, bugs informatiques, plus d'essence, conflits, etc., etc., la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Donc, il faut que l'on ait une vraie réflexion pour assurer la sécurité alimentaire. Donc, c'est la première chose. Et travailler, par exemple, sur des cantines qui soient locavores, je crois que c'est comme ça qu'on dit, locavores, avec des produits locaux, sont des choses sur lesquelles on s'intéresse beaucoup. Mais pas de promesses que l'on ne peut pas tenir, c'est des choses qui nous intéressent. S'il y a quelque chose à faire, on le fera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, voilà, demain, dans les écoles, on ne mangera que du local, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément possible. D'accord, techniquement. Sur la fiscalité, effectivement, la fiscalité est très lourde et elle a beaucoup de répercussions qui sont. Il y a les répercussions indirectes tout le monde ne paye pas la taxe foncière, mais la taxe foncière, elle est répercutée sur les loyers. Vous savez, en économie, seules les personnes physiques
payent de l'impôt. Les personnes morales ne payent pas d'impôt. Vous taxez une usine, l'usine, ça rentre dans son bilan et c'est dans le prix où ils vous vendent le produit. Donc, finalement, c'est vous qui payez les taxes. Donc, il faut bien avoir cette notion-là de l'approche de la fiscalité. Alors, la fiscalité est une chose, mais une chose qui est très importante, c'est l'efficacité de la dépense. Et là, dans ce domaine-là, on est quand même costaud. Nous avons publié une vidéo récemment où on montre que à Gemont, il y a quand même 4 fontaines, et 4 fontaines qui ne servent pas. Il y en a même une 5e le long des quais de Sambre, mais là, c'est l'agglo. Donc en fait, sur le territoire, on a 5 fontaines et des fontaines qui ne fonctionnent pas. L'exemple emblématique, c'est l'exemple de la maison, pour ceux qui connaissent, le terrain qui est à côté du pont de Sambre. Le terrain qui est à côté du pont de Sambre accueillait une maison qui était en plus une maison du patrimoine puisque c'était la maison de dédouanement des péniches, avec donc des fenêtres en forme de fenêtres de péniches. Tout ça, ça a été mis en l'air sous prétexte qu'il fallait absolument la démolir pour faire le rond-point. Finalement, on a fait le rond-point avant de démolir la maison, donc c'était pas nécessaire. On se retrouve aujourd'hui avec un terrain d'environ 400 mètres carrés. Un terrain de 400 mètres carrés, même constructible, à Gemont, ça vaut 40-50 000 euros. Et si on fait le total des dépenses, on est à, 350-400 000 euros. C'est-à-dire que, pour être gentil, on a brûlé 300 000 euros de l'argent des citoyens sur cette opération-là. Puisqu'on part d'une valeur puisqu'on a une dépense de 400 000 euros pour avoir au final quelque chose qui vaut 40 000 euros. Voilà. Ça, pour défendre le pouvoir d'achat, si on commence par éviter ça, eh bien, on va faire des économies et les économies ruisselleront sur le pouvoir d'achat. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des cantines scolaires. Est-ce que vous proposeriez aux habitants la cantine à 1 euro, un tarif réduit par exemple est-ce que ça fait partie des objectifs? Pourquoi pas? Je sais que c'est toujours un discours simpliste, mais bon, c'est vrai que pour rendre du pouvoir d'achat aux familles, c'est peut-être un joli geste à faire. Alors, est-ce que c'est rendre du pouvoir d'achat aux familles? Le problème, vous avez un coût. Vous avez un coût du repas. Ouais. Le coût du repas, il doit être payé. Et puis l'inflation. Est-ce qu'il est payé par c'est comme pour les transports. Est-ce qu'il est payé par l'usager, par le consommateur, quand il consomme, ou est-ce qu'il est payé par le consommateur à l'avance, par ses impôts et les taxes qu'il paye toute l'année? Est-ce que le repas de son enfant, il doit être payé par les taxes que l'on va mettre sur le pain qu'on va acheter tous les jours, ou est-ce qu'il doit être payé directement par le consommateur? Moi, personnellement, je considère que et je l'ai vu avec le tiers payant en matière de santé, quand on fait payer les gens par avance, le rapport entre le produit et la personne, il est complètement changé. Quand les gens ont payé d'avance, ils ont l'intention, ils veulent beaucoup, parce qu'ils ont payé d'avance, ils savent qu'ils ont payé. Et à l'inverse, quand le consommateur ne paye plus, celui qui offre le service a tendance à dire écoute, tu ne payes pas, donc je le fais comme je veux. Je pense que c'est philosophique, hein, ce système-là. Il faut bien y regarder. L'enfer est pavé de bonnes intentions et quelquefois ça part d'une bonne intention, mais au final, le service apporté aux citoyens n'est pas forcément meilleur et ça lui coûte pas forcément moins cher. On parlait de sites emblématiques de Gemont tout à l'heure. Le Watissar attire vraiment un nouveau public désormais, avec la réouverture à la baignade notamment, qui a beaucoup fait parler. Bon, malheureusement, le restaurant a été touché par un incendie. Ça, c'est vrai qu'on va parler de la sécurité là juste après. Mais est-ce que vous êtes fier d'avoir un tel site et comment l'embellir, comment peut-être le transformer? Je vous ai vu vous balader aux abords du Watissar récemment. C'est pour ça que je vous pose la question. Comment embellir un tel lieu à l'échelle de la commune justement? Le site du Watissar, aujourd'hui, je pense qu'il est à la croisée des chemins.
Moi, les différents échos que j'ai eus, vous savez, la ville de Gemont avait un centre de vacances qui s'appelait Guidel, où là, il y avait une vraie plage naturelle dont les enfants pouvaient profiter. On nous a dit que il coûtait trop cher à l'entretien, mais comparé aujourd'hui les coûts d'entretien qu'avait Guidel à l'époque et les coûts d'entretien qu'a le Watissar et la plage de Watissar aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, et ça devient tellement important en termes de coûts réels et de coûts induits que la réflexion était de dire finalement, que j'ai entendu, était de dire ben, finalement, comme en plus ça attire une population extérieure, on me donne des chiffres comme quoi que plus de 50% des personnes qui fréquentent la plage de Gemont ne sont pas de Gemont. Donc, fort de ce chiffre-là et des coûts, certains envisageaient, je l'ai clairement entendu, que l'équipement soit transféré à l'agglomération. Donc, l'équipement est vraiment à la croisée des chemins. Nous souhaitons que l'équipement reste sous maîtrise communale. Par contre, il va falloir en maîtriser le fonctionnement et le coût de fonctionnement. Donc, il y a plusieurs pistes. Ça serait bien, par exemple, que le Watissar puisse fonctionner toute l'année avec d'autres activités, des activités complémentaires, avoir des activités d'hiver, des activités d'été. Ça serait bien d'y faire venir d'autres activités, même en été, que la plage, complémentaires de la plage. Notre méthode, encore une fois, ce que j'ai demandé, ça n'a jamais été fait. Notre méthode, ce serait plutôt lorsque, en fin de saison, on réunit tous celles et ceux, associations, usagers, pourquoi pas, professionnels qui ont fait la saison, on remet tout le monde autour d'une table, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit changer, quelles sont les pistes que vous proposez pour faire évoluer le site. Il faudra qu'on en passe par là, parce que le site devrait évoluer d'une manière ou d'une autre dans la conception où il est aujourd'hui, conception figée. On va arriver à un rapport coût, on parlait pouvoir d'achat des citoyens, un rapport entre le coût de fonctionnement et le bénéfice du fonctionnement qui est quand même très faible pour la ville, parce que la répercussion sur le centre-ville du Watissar, elle est pratiquement inexistante. Donc ce rapport-là, entre le coût et le rapport, le retour sur investissement pour la ville, il faudra qu'il soit modifié. Un mot sur le volet sécurité maintenant. Il y a eu beaucoup d'installations de caméras de vidéosurveillance sur Gemont, malheureusement qui a été entaché de beaucoup de faits divers aussi sur Gemont. Quelle est votre position sur votre commune? Est-ce que concrètement vous voulez renforcer les équipes de la police municipale? Est-ce que vous voulez l'armer? Vous voulez renforcer la vidéosurveillance? Quel est votre projet là-dessus? La police municipale doit encore évoluer. Elle doit encore évoluer. La police municipale de papa, c'est terminé. Il faut une police municipale qui ait les moyens d'intervenir. Ça ne sert à rien d'avoir des caméras qui surveillent si vous ne pouvez pas intervenir. Donc il faut se diriger d'abord sur une police municipale armée, formée, des plages d'intervention qui soient augmentées. Alors aujourd'hui, 24 heures sur 24, je pense que le budget de la ville ne le supporterait pas. Mais c'est une direction vers laquelle il faut s'orienter. Il faut pouvoir... les caméras, c'est bien, mais si on n'a pas derrière les caméras d'abord un professionnel qui sait analyser les images et qui soit en capacité d'appeler une équipe d'intervention qui vienne avant que le feu ne prenne trop de proportions, par exemple au Watissar, si on n'a pas ça, les caméras ne serviront pas à grand-chose. Parce qu'en plus, après, bon, même si on peut identifier les auteurs, c'est pas toujours recevable auprès du procureur. Donc, même après coup, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Donc, pour résumer, une police municipale qui doit évoluer, qui doit se transformer, qui doit être mieux formée, mieux armée,
et qui augmentera ces plages d'intervention, ces horaires d'intervention, mais aussi, extrêmement important, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, une police municipale qui travaillera aussi avec les services politiques de la ville. On a, quand je parlais de fracture dans le fonctionnement municipal, on a quelquefois l'impression que, mais ce n'est pas une impression, que les services politiques de la ville et la police municipale ne travaillent pas ensemble. Oh, première des choses, c'est qu'ils travaillent ensemble. Vous savez, la guerre qu'il faut mener contre l'insécurité, elle passe par le renseignement. Si la police municipale d'un côté, les services politiques de la ville travaillent chacun de leur côté, le renseignement ne fonctionne pas. Et si le renseignement ne fonctionne pas, on ne pourra pas lutter contre l'insécurité. On va terminer sur un dernier sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est que quand même Jeumont est connu à l'international désormais. Oui, Avec, oui. bien bon, on connaît depuis un siècle désormais, Oui. il y a quand même, mais quand on voit l'actualité florissante de Framatome, de Jeumont Électrique, c'est quand même une fierté locale d'avoir Oui. de telles usines. Il faut bien sûr Nexans également, j'oublie évidemment Nexans qui s'est implanté, qui progresse au niveau régional et national. C'est une vraie fierté d'avoir ce type Tout à fait. d'usine dans la commune. C'est comment voilà, percevez-vous ces relations avec ces grandes entreprises qui sont en train d'être ultra sollicitées par l'État aujourd'hui? Alors, le problème, c'est que la compétence économie, c'est une compétence obligatoire de l'agglomération. Donc, la commune, de ce point de vue-là, ne peut pas décider grand-chose. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que la ville ne bénéficie pas tant que ça de ces entreprises, dans la mesure où la plupart, enfin, oui, une grande partie des gens qui travaillent dans ces entreprises-là n'habitent pas la commune. Et donc, on a des entreprises qui distribuent des sommes en salaire très importantes, mais ces sommes-là ne sont pas injectées sur Jeumont. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est le problème qui m'interpelle en premier. Après, évidemment, on est à l'écoute de ces entreprises, de leurs besoins. Ils ont des besoins annexes, des problèmes de stationnement, des problèmes de terrain, etc., etc. Bien sûr qu'on est fiers de pouvoir travailler avec des entreprises comme ça. Et s'il faut bousculer l'agglomération parce qu'elle ne veut pas assez vite, on n'hésitera pas à le faire. On a beaucoup parlé aussi de Jeumont l'année passée avec la Nationale 51 qui pourrait relier la France et la Belgique. Alors c'est un peu l'arlésienne locale, j'ai envie de dire. Je vous vois rire, mais on entend tellement parler qu'on ne sait même plus quand est-ce que ça va avoir lieu. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette Nationale 51 qui pourrait relier plus facilement en fait la France et la Belgique, clairement, avec une 2x2 voies. Enfin, on en parle depuis des années. Je pourrais vous en raconter des anecdotes sur cette voie-là. Oh là là. Vous savez, on est même allé avec Rémi Pauvros et Christine Marin chez le bourgmestre de Charleroi, M. Van Gompel. On a tout fait, on a toujours des... je me souviens de David Lavaux, au vœu, juste avant les élections, qui vient dire que, ne vous inquiétez pas, dans 6 ans c'est fait. Je le vois 2 ans après, je dis, dis donc David, ah ouais, c'est mal parti. Hein. Je peux vous en raconter des anecdotes. Ouais, parce que l'année dernière, par exemple, tout le monde s'est réuni à Erqueline, justement, pour dire, même le ministre belge, le Premier ministre belge est venu pour dire, on est parti, ça y est, il n'y aurait plus de retour en arrière. Donc, Alors, aujourd'hui, les renseignements que j'ai, c'est... bon, c'est pas sûr que ça sera fait dans les délais, mais ça sera bien avancé. D'accord? Donc, on va se contenter de ça. Ce qui est certain, c'est que si vous regardez le budget qui a été mis, le kilométrage, on est bien sur une 2 voies, pas sur une 4 voies. Parce qu'on aime bien... ça ne sera pas une 2x2 voies, d'accord. Balader un petit peu les gens, etc. Moi, et j'ai posé la question, j'aurais posé la question, attendez, si je calcule bien, c'est une... oui, c'est une 2 voies. Oui, non, mais je dis, pour l'instant, on s'en contentera, c'est mieux que rien, mais on est bien sur une 2 voies, pas sur une 4 voies.
Bon, ça contenterait quand même tout le monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de rejoindre Binche ou Charleroi via Non mais ce qu'il faut des axes pardon, mais classiques. comme je connais un peu d'histoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'en ai ri, parce qu'il n'y a plus que ça à faire, mais c'est catastrophique. Bien sûr, pour les habitants d'Erquelines notamment, c'est de voir des poids lourds en Pour, centre-ville comme pour ça. les habitants de Gemont, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique parce que le député maire Lebas, à l'époque, c'est lui qui a fait la 4 voies entre Maubeuge et Gemont, dans la perspective qu'elle aille jusqu'à Charleroi. Gemont se trouvait aux bordures, dans les conditions qu'il avait imaginées, Gemont se trouvait en bordure d'une 4 voies. Il était complètement bénéficiaire. D'accord ? Là, comme la voie n'a pas été prolongée, Gemont s'est retrouvé à la fin de la 4 voies. Or, une 4 voies, c'est un accélérateur d'échange au bénéfice du plus fort. Maubeuge d'un côté, Gemont de l'autre, 4 voies entre les deux. Si vous réfléchissez bien, si vous comparez par exemple Gemont et Aulnoy a eu la chance de ne pas avoir une 4 voies qui relie Aulnoy à Maubeuge sans aller plus loin. Ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, donc, c'est que ces 4 voies-là, ce sont des vecteurs de développement, mais c'est comme un aspirateur. Et c'est le plus fort qui gagne. Si vous êtes en bord, vous profitez du trafic. Si vous êtes à la fin, vous risquez de vous faire sucer. Pardon, mais c'est un petit peu comme ça. Et une partie des difficultés de Gemont, je pense, vient de ce que cette 4 voies ait été faite et qu'elle se soit arrêtée, malheureusement, à Gemont. Bon, en tout cas, voilà, on évoquera, je pense, encore ce sujet-là dans les mois qui viennent, parce que forcément, le projet avance, mais on ne sait pas où il en est aujourd'hui. Donc, on espère qu'on aura quand même une mise à jour de ce dossier. On surveillera, on surveillera. En tout cas, ce qui était envisagé, que ça pouvait être en plus des aménagements qui pourraient suivre le contournement nord de Maubeuge. Clairement, il y a oui, tout à fait. Tout serait lié finalement et tout débloquerait finalement toute cette circulation. Oui, alors on est bien conscient des problèmes que pose le contournement de Maubeuge à certaines communes. Je les entends, hein, purement gemontois. Ce contournement nous ferait quand même gagner beaucoup de temps pour gagner Valenciennes et Lille. Et certainement ferait gagner du temps pour ceux qui viennent travailler ici et faciliterait aussi les embauches de nos entreprises. Même si on souhaite prioritairement qu'elles puissent venir s'installer, si un équipement comme ça permet de faciliter le recrutement pour les entreprises, on ne peut qu'être pour. Bon, allez, je profite d'une dernière question parce que bon, on prend le temps d'échanger, mais bon, si je ne vous pose pas la question, on va me dire ouais, t'as pas osé poser la question à Monsieur Billet, etc. Le dossier de la Salmagne. Oui. Si vous êtes maire de Gemont. Non, mais est-ce qu'on va plus loin Attendez, non. De toute façon, c'est un dossier qui va être revu. C'est un dossier qui ne peut qu'être revu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça ? Moi, quand on me parle de site clé en main, je dis bravo, bonne idée, c'est ce qu'il faut faire. Absolument. Et ils ont eu raison. OK ? De concourir pour faire un site clé en main, ils ont eu raison. Et la deuxième question, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Salmagne ? Je regarde les 11 sites de plus de 60 hectares qui sont sur le site du ministère. Si je fais un classement, la Salmagne est 11e, elle est dernière. Moi, je suis un investisseur, je regarde en France les 11 sites qu'il y a, j'élimine tout de suite la Salmagne. Donc, pourquoi pour vous ? Parce qu'elle n'a pas les équipements. C'est un beau terrain, mais il est nu. Et ce que j'ai découvert, parce qu'il me semble qu'on a dit un peu le contraire, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a 3 classes. Il y a les moins de 10 hectares, il y a les 10 à 50 hectares, et les plus de 50 hectares. J'ai peut-être dit 60, mais c'est plus de 50 hectares.
D'accord? Et la Salmagne, elle est dans les sites de plus de 50 hectares. Et je pense que dans l'intérêt général, et particulièrement celui des usagers de la Salmagne, mais dans l'intérêt général, si on a un site qui, dans la catégorie des 10 à 50 hectares, peut avoir plus de chances d'être retenu que le site de la Salmagne, il ne faut pas hésiter à demander au ministère de revoir notre dossier. Mmh. Je crois que je ne fais pas ni pour le président de l'Aglo, ni pour le vice-président au développement économique, je ne veux pas faire d'accusations comme ça a été fait. Ils sont partis sur un truc de bonne foi, mais moi, le message que j'ai voulu faire passer par certains, c'est méfiez-vous quand même de l'État. L'État, il a aussi ses propres intérêts. L'intérêt de l'État, c'est d'avoir beaucoup de sites de plus de 50 hectares. S'il veut en vendre 3, il faut qu'il en propose 15. C'est son intérêt. Si le site de la Salmagne n'est pas retenu, celui qui aura le plus perdu d'argent, c'est pas l'État. Hein. Surtout que s'il vend 2-3 autres sites, il aura récupéré son argent. C'est nous qui aurons perdu. Donc, méfiez-vous de ce que dit l'État quand on dit que l'État favorise, etc., etc. Moi, j'aurais un regard beaucoup plus méfiant par rapport à ce que dit l'État. Et s'il veut nous aider, si on a un site donc d'une autre superficie qui là a des chances d'avoir des investisseurs, il faut que l'État nous aide à fond. Très bien. Bon, au moins, on a eu votre position sur ce dossier qui a beaucoup fait parler ces derniers mois dans le Val-de-Sambre. Merci beaucoup, Philippe Bier, Ouais, de nous avoir reçus ici à Jeumont pour évoquer votre candidature pour ces élections municipales à Jeumont. Donc, je rappelle le nom de votre liste ici, c'est Jeumont. Vous allez présenter prochainement votre liste. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.